aussi 15 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre... Pas plus. Pas plus. Bon, c'est négociable. Merci. Je plaisantais. Merci, bonjour à tous. Je vais tenter, par rapport à ce que viennent de dire mes deux précédents collègues éminents, je vais faire un petit pas de côté parce que autant eux sont entrés dans le détail et ont fait part de leur expérience, autant je vais tenter d'expliquer, de démontrer la raison, de mon point de vue, pour laquelle l'État régulateur est aujourd'hui plus utile que jamais dans le contexte qui est le nôtre de cette réflexion globale, générale, sur l'intelligence économique. J'ai intitulé cette courte présentation « Le rôle de l'État dans une économie hyper mondialisée ». Et je voudrais commencer par quelque chose dont on a assez peu parlé pour remettre les choses dans un contexte général et que nous ayons bien chacun en tête les enjeux qui se présentent à nous aujourd'hui, si tant est que l'on puisse, ou individuellement ou bien collectivement, tenter d'y faire face, je veux dire individuellement ou collectivement en tant que citoyen. Et donc, si ça n'est pas le cas, si la réponse est négative, alors qu'est-ce que nous avons comme alternative ? La crise économique actuelle que nous vivons est une des conséquences de la guerre en Ukraine. Elle relance un débat récurrent que nous avons depuis fort longtemps sur la place de l'État et du rôle, plutôt que de l'État, parlons d'institutions, mais d'institutions qui seraient légitimes. Alors pourquoi c'est essentiel que ces institutions soient légitimes ? On est ici au chef, donc on peut parler de l'armée, de la police, de la gendarmerie. Ça vaut pour le continent, mais ça vaut aussi pour les Européens, comme dans la plupart des pays du monde, parce qu'à l'égard des marchés financiers en général et de la régulation économique en particulier, il faut bien qu'il y ait un acteur qui soit un peu au-dessus de cette masse pour contrôler, réguler, plutôt réguler que contrôler, les excès d'un système bancaire et financier. Nous avons d'ailleurs déjà vécu les excès de ce marché bancaire et financier en 2006 lors de la crise financière, qui a été aussi en partie dérégulé par l'État lui-même, j'y reviendrai dans un instant, à partir des années 80, puisqu'il y a eu clairement un virage ultra-libéral qui a été accepté ou imposé. Alors, dans ce pilotage ou dans cette interaction entre des groupes privés et des États ou des institutions, quelle est pour nous la marge de manœuvre ? Nous qui sommes des utilisateurs, des consommateurs, comme on dit aujourd'hui, des outils numériques. Et nous avons la sensation que les outils sont uniquement numériques, or ils recèlent et ils représentent un pouvoir considérable. Je ne vais pas m'étendre parce que ça a été beaucoup évoqué depuis hier. Alors moi je ne suis ni légitime ni compétent en matière d'intelligence économique. En revanche, je voudrais vraiment essayer que l'on comprenne tous ensemble en quoi il y a une véritable géopolitique qui est à l'œuvre. Le ministre à l'instant parlait du iCloud, Patriot iCloud. Donc c'est quand même assez terrifiant. Et ce qui est peut-être le plus grave de mon point de vue, c'est que ces pratiques dont aujourd'hui, qui sont très compliquées à combattre, ont été acceptées par la plupart des États, quelle que soit leur influence ou leur puissance. Je pense évidemment ici à l'Europe, mais je pense aussi à l'Afrique, nous sommes, nous, Africains, des consommateurs, nous exportons ce que nous produisons,
mais nous importons ce que nous consommons. Donc tout ce à quoi nous avons accès est produit, fabriqué, pensé ailleurs que sur le continent. Donc ça fait pas simplement de nous des victimes consentantes, cela fait également de nous des personnes qui acceptent cet état, cette situation, cet état de fait. Alors, je dis ça parce que je crois qu'il faut retrouver à la fois de la cohérence et de la rationalité dans nos comportements. Je vise personne, mais je vise tout le monde ici, dans cet amphithéâtre, qui, moi le premier d'ailleurs, n'a pas utilisé son téléphone en 2 jours. Qui? Aucun. Personne d'entre nous. Aucun, n'est-ce pas madame? Donc, la question est, sommes-nous seulement des consommateurs ou bien sommes-nous des individus, des êtres doués de raison, comme disent les philosophes, avec cette idée absolument essentielle de cette citoyenneté? Est-ce que nous avons la conscience de ce que sont nos actes et des conséquences que cela recèle? C'est ça que je veux souligner lorsque je parlais de cohérence et de rationalité, tout simplement parce qu'on ne peut pas à la fois protester, tenter de réfléchir comme nous le faisons ici tous ensemble à une thématique aussi importante que l'intelligence économique, et en même temps, comme dirait quelqu'un, dans le même temps, être les premiers à utiliser sans limite les outils dont nous disposons. Donc, évidemment, je ne suis pas là, je ne me pose pas en donneur de leçons, loin de moi cette idée. Simplement, je crois que l'éveil de notre conscience à des objets dont nous sommes aujourd'hui tous, chacun d'entre nous, des quasi-esclaves, font que nous sommes aussi les alliés objectifs d'une forme de puissance qui s'immisce dans notre poche ou dans notre sac à main pour les dames. Donc, est-ce que nous avons une alternative à cela? Alors ça peut paraître très académique, ésotérique, philosophique, mais c'est essentiel et ça commence par là, la prise de conscience. Puisque nous sommes juste les consommateurs. Et que les richesses que nous recélons sur le continent partent. Et ce sont ces richesses qui contribuent à la puissance d'autres. Alors, il n'y a pas de fatalité, évidemment. Nous ne sommes pas des victimes innocentes. Nous sommes aussi responsables de cette situation. Comment on peut tenter d'inverser ou, à tout le moins, de rechercher des alternatives? Alors, le conflit que je viens de définir, il a une histoire. C'est même une histoire très longue, très ancienne, avec des trajectoires qui sont parfois parallèles, parfois concurrentes, de l'État et de ce que l'on appelle, depuis quasiment 2 siècles, le marché, et qui s'appuie autant sur l'étude de valeur à la place de ces 2 institutions qu'aux dispositions normatives qui nous sont imposées. Parce que lorsque les Américains, comme vient de le souligner notre collègue et ministre togolais, font le Patriot Act, qui nous concerne tous comme citoyens parce qu'on voyage, on circule et on aimerait continuer à pouvoir le faire librement, mais lorsqu'ils vont au-delà et qu'ils tentent de contrôler cet outil qu'ils ont évidemment contribué à créer, dont ils ont continué à étaler comme une toile d'araignée la puissance et dont l'influence aujourd'hui s'immisce
dans tous les interstices de notre vie, comme individu, comme citoyen, mais ça vaut aussi, naturellement, pour les États. C'est là qu'intervient la notion, l'idée que nous développons depuis hier sur l'intelligence économique. Ces dispositions normatives ne peuvent plus continuer de régenter nos vies parce que je suis loin, d'abord moi je suis vraiment un archéo, je suis un consommateur au sens premier et primaire du terme. Je ne suis pas ni fasciné, ni même intéressé par ces appareils. Je suis un consommateur au sens de ce qu'il me facilite la vie et le travail. Point. Mais évidemment, lorsque je rentre chez moi, je débranche tout. C'est aussi une expression qu'on entend depuis toujours. Hein. Quand on rentre, on débranche. Il faut bien qu'il y ait un avant et un après pour chacun d'entre nous, parce que sinon nos têtes explosent. Il y a bien un moment qui doit nous permettre de voir la différence entre ce qui se passe sur les parvis, si j'ose dire, et puis ce qui se passe lorsque j'arrive chez moi et que j'ai envie de me consacrer à d'autres préoccupations que celle simplement de savoir quel est le dernier tweet, le dernier post sur Facebook, la dernière information, etc. Comment peut-on nous-mêmes, chacun, prendre conscience et éveiller, parce que c'est ça l'enjeu, nos enfants qui sont nés avec ces outils et qui les utilisent depuis leur plus tendre âge sans toujours avoir conscience des implications que cela recèle. Alors, il y a clairement un monopole, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, ce monopole est américain, il contribue à renforcer une puissance qui est incontestable depuis près de 2 siècles. Est-ce que cela va continuer ainsi, ou bien, parce que de nouveaux acteurs tout aussi puissants, mais dont l'influence s'établit dans d'autres domaines, je pense à la Chine, à la Russie, peut-être à des acteurs qui sont pas globaux, mais qui sont régionaux, et donc, comme la Turquie, par exemple, ou des puissances financières comme les pays du Golfe, parce que leur sous-sol regorge de gaz et de pétrole, et aujourd'hui nous voyons quelles sont quelles sont les limites de démocratie européenne face à la concurrence à laquelle nous sommes confrontés de la part de pays qui n'ont pas les mêmes préoccupations légales ni les mêmes soucis moraux sur l'utilisation de ces outils. Donc, ce sont 2 logiques qui s'affrontent, qui se confrontent, mais qui sont devenues, et c'est de mon point de vue assez inquiétant, structurantes. Parce qu'elles construisent, elles façonnent le pouvoir. Les dynamiques de coercition et les dynamiques du capital sont entrées en confrontation. Ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a fait cette projection militaire et violente. Charles Tilly, un penseur américain, a bien